Des associations et des clubs scientifiques organisés par les associations de l'université de Béjaïa, par nos étudiants que je remercie pour leur invitation, et que je félicite aussi. Donc, permettez-moi de partager avec vous quelques notions sur le phénomène sismique sous la thématique du séisme, au risque sismique, situation de la ville de Béjaïa face à ce phénomène. Donc, pour cela, je commence par une partie introductive et quelques notions de base sur le phénomène. Ensuite, je vais exposer les données, quelques résultats obtenus lors des travaux de recherche dans le cadre d'une thèse de doctorat menée ici à l'université de Béjaïa. Le séisme, non, il n'est pas le seul phénomène catastrophique qu'a connu l'homme, mais il reste le plus meurtrier, d'où il a causé plus de 400 000 victimes durant ces 3 dernières décennies, et plus de environ 5 000 victimes ici en Algérie. Pour cela, il a fait l'objet de plusieurs réflexions, notamment réflexions et questionnements. Les premières interprétations étaient superstitieuses et religieuses, d'où la Terre elle était considérée comme étant plate, portée par de gigantesques animaux. Le taureau, chez nous, je pense que tout le monde ici a entendu déjà que la Terre elle est portée par un gigantesque taureau. Le namazo, qui est un poisson-chat gigantesque au Japon, la tortue et les éléphants dans plusieurs ethnies indiennes. En ce qui concerne les religions monothéistes, elles ont accentué jusqu'au délire dogmatique l'intervention divine dans ce phénomène. Donc le séisme est perçu comme étant un châtiment divin et une punition pour les péchés de l'homme. L'attribution du phénomène sismique à des causes naturelles était initiée par les philosophes grecs Thalès et Anaximène. Pour eux, le séisme se produisit suite à des ruptures internes de la Terre causées par son propre poids. Aristote, lui, il disait que la Terre renfermait plusieurs cavités souterraines qui renferment de l'air à l'intérieur de ces cavités, ce qui engendre des séismes lorsque cet air s'échappe brusquement. D'ailleurs, il est à la lumière des connaissances actuelles sur ce phénomène sismique. Comme on l'a vu que Aristote disait que c'est une libération brusque de cet air, donc un séisme, c'est une libération brusque d'une énergie, ce qui provoque un mouvement de sol. Elle est caractérisée par son foyer. Donc le foyer, c'est là où se produit la libération d'énergie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'épicentre. Jusqu'à la verticale du foyer, un point sur la surface du sol, c'est ça ce qu'on appelle l'épicentre. D'autres caractéristiques telles que la magnitude, l'intensité, la directivité et plusieurs autres paramètres tels que l'étiquette qui est en quelque sorte une carte d'identité du séisme. Donc une étiquette du séisme, elle donne sa localisation, latitude, longitude, là aussi produit. Elle donne aussi sa magnitude et quels sont les dégâts causés. Donc, comme tout phénomène, ils sont classés selon plusieurs paramètres. Dans les séismes, on les a classés selon leur source, selon la profondeur du foyer et selon la magnitude, l'intensité et la localisation. Donc, pour votre information, la magnitude et l'intensité, ce ne sont pas les mêmes. La magnitude est une entité physique, donc elle permet de quantifier l'énergie libérée par le séisme. Par contre, l'intensité est une entité quantitative. Donc, après le séisme, on fait des constats post-sismiques pour voir la quantité des dégâts causés par le dit séisme.
Selon la source et l'origine du séisme, on les classe selon deux classes. Il y a des séismes purement naturels, donc ce sont des séismes qui sont causés par le mouvement des plaques tectoniques, et d'autres causés par l'intervention humaine, ou bien connus par des séismes induits, ou bien des séismes anthropiques. Parmi les actions que l'homme fait pour provoquer ces séismes, il y a l'extraction de pétrole ou des gaz naturels, ou bien stockage du CO2. Il y a le gaz de schiste, les énergies géothermiques, l'exploitation minière et l'exploitation minière à ciel ouvert. Et il y a aussi les grandes retenues d'eau, donc telles que le remplissage des barrages. Une fois un barrage il est retenu, il augmente la pression sur la croûte terrestre, ce qui peut provoquer un certain séisme. Selon la profondeur focale, la profondeur du foyer ou bien la profondeur de la source, ils sont classés en trois classes. Des séismes profonds dont la profondeur elle dépasse les 300 km, des séismes intermédiaires dont la profondeur elle est entre 100 et 300 km, et des séismes superficiels qui ont une profondeur inférieure à 100 km. Selon leur localisation, il y a des séismes qui se produisent à l'intérieur des plaques tectoniques, donc ce qu'on appelle des séismes intraplaques. Il y a d'autres qui se produisent entre les plaques tectoniques, donc à la surface de collision de deux plaques, et se produisent des séismes, ce qu'on appelle en général des ceintures du feu. Ce sont des séismes interplaques. Selon leur magnitude, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une entité physique qui permet de quantifier l'énergie libérée par le séisme. Ils sont classés avec une échelle de Richter qui est une échelle ouverte. Elle n'a pas de limite, mais le plus grand séisme qu'a connu l'histoire, c'est le séisme de Chili. C'était en 1960, je pense, d'une magnitude de 9,5. Il reste toujours le plus grand événement qu'a connu l'humanité. Il y a aussi l'échelle des intensités, connue sous l'échelle de Mercalli, qui est une échelle limitée de 12 degrés. Donc chaque degré il est par rapport aux dégâts causés par le séisme. Donc si on voit bien dans la deuxième figure, qu'il y a la bâtisse à la fin, elle est complètement effondrée. Donc c'est une échelle qui quantifie la quantité des dégâts causés par l'événement. Aussi, les séismes, ils peuvent ne pas se produire seuls. Ils peuvent être accompagnés d'autres phénomènes naturels, tels que l'apparition de failles en surface. Donc, comme le séisme de Schleuf al-Snam le 10 octobre 1980, elle a provoqué l'apparition de failles en surface. Ils peuvent être accompagnés de glissements de terrain. En zone là où il y a des terrains accidentés, il peut y avoir des glissements de terrain. Aussi, la liquéfaction des sols. Donc, un sol initialement qui est consistant sous forme d'une pâte, donc une fois il a subi l'action sismique, il perd complètement ses caractéristiques mécaniques, donc il devient liquide. Une fois ici liquéfié, on risque d'avoir un enfoncement de la bâtisse qui est fondée sur ce sol-là. Allez-y. Comme on le sait tous, l'Algérie, elle fait partie des segments de collision de deux plaques, l'Eurasie et l'Afrique. Ces deux plaques-là, ces deux plaques tectoniques, elles sont en mouvement de convergence de l'ordre de 6 mm par année. Donc, ce mouvement-là, il fait que le nord algérien est d'une activité sismique forte. D'ailleurs, comme l'attestent les deux grands événements qu'a connu l'Algérie, celui d'Al-Snam, elle a causé plus de 2000 morts, et celui de Boumerdès en 2003 aussi, plus de 2000 morts. La ville de Béjaïa est l'une des villes phares de l'Algérie. Elle se situe exactement au nord du pays, là où la sismicité
elle est vraiment importante. Donc, il est intéressant de se poser la question maintenant. Quel est le niveau de sécurité du parc immobilier de la ville en cas d'un sinistre? Donc, afin de répondre à cette question, il y a d'autres questions qui méritent réflexion. Donc, où est-ce que les séismes ont eu lieu dans le passé? Donc, on va parler de la sismicité historique de la région. Où est-ce qu'ils se produisent maintenant? Donc, on va voir où est-ce qu'ils se produisent maintenant, pourquoi ils se produisent et avec quelle fréquence se produisent-ils. Donc, la morphologie de la ville, elle est faite comme étant un amphithéâtre dont la mer et la Seine face dans le côté est. Donc, elle est entourée par des chaînons de montagnes, dont le point culminant est de celui de Gourea de 660 mètres de hauteur. Selon le règlement parasismique algérien qui a eu naissance suite à l'événement d'El Snam en 1980, et la zone réglementée, la Béjaïa, pardon, elle se situe dans une zone 2A d'une sismicité moyenne, d'où dans les intensités, elles varient entre 7 et 8 sur l'échelle de Mercalli. Bon, je vous présente ici quelques résultats obtenus dans le cadre d'une thèse de doctorat dans laquelle on s'est basé sur plusieurs volets afin de pouvoir élaborer, afin d'obtenir ces résultats. Donc, on a commencé par un volet théorique et conceptuel qui nous a permis de voir à peu près l'état de l'art dans le domaine, et une collecte de données relatives à la région, à notre ville de Béjaïa. Par la suite, une analyse et une cartographie qui nous a permis d'établir ce qu'on appelle les cartes de microzonage sismique. Donc, d'un point de vue géologie régionale, la ville de Béjaïa fait partie de l'Algérie alpine. Une Algérie alpine, ce qui veut dire que ce sont des formations récentes faites au cours du tertiaire. Elle est l'un des grands massifs de la Grande Kabylie. Elle fait partie de l'un des grands massifs qui est la Grande Kabylie, des Kabylides. On va revenir sur cette question de Grande Kabylie et de Petite Kabylie. D'un point de vue géologie locale, il y a plusieurs formations qui se distinguent. Donc, la plaine de Béjaïa, la partie que vous voyez en jaune, là, elle se situe là aussi installée pratiquement toute la ville. La plaine de Béjaïa, elle est d'une formation du quaternaire. Donc, l'âge géologique, c'est l'âge quaternaire, donc des formations très récentes et très jeunes. Qui dit formations récentes et jeunes, donc des formations instables. Par rapport en ce qui concerne le contexte tectonique qui s'intéresse à l'identification des sources sismiques, la marge algérienne, elle est jalonnée par plusieurs structures sismiques potentiellement actives. Il y a plusieurs linéaments qui peuvent être des failles actives. Il y a deux principales failles sous-marines actives, l'une elle est orientée en nord-est, sud-ouest. Bon, je ne sais pas comment ça marche. Bon, celle-là, et l'autre, elle est orientée nord-est, sud-ouest. Ce sont des failles sous-marines. Et le reste, c'est des linéaments qui peuvent être des failles actives. Il y a aussi, dans le côté de Gigel, il y a aussi deux failles sous-marines qui peuvent être actives. On remarque aussi que dans la baie de Bougie, il y a une forte concentration des épicentres sismiques. Donc, à chaque fois qu'un séisme se produit, il se produit ici. D'ailleurs, hier, il y a eu une secousse de l'ordre de 3, d'une magnitude de 3 à 34 km du Cap Carbone. Donc, elle se situe à peu près ici, dans cette zone. En ce qui concerne les structures il y a plusieurs failles. Donc, on voit le décrochement de Snia, la faille qui a causé le mouvement, plutôt le séisme de Boumerdès.
la faille des Isser à Bouira, celle de l'Arba'ana Tirathen et plusieurs autres structures actives. D'un point de vue historique, la sismicité algérienne, la sismicité historique algérienne est connue depuis 1365. 1365 exactement, le 3 janvier 1365. C'est une date relative au grand séisme qui a frappé la ville d'Alger. Donc, il est sur l'échelle de Mercalli d'une intensité de 10. Donc, on n'a pas pu avoir des données concernant les victimes causées. À partir de cette date, au-delà de cette date, on ne connaît pas, par manque de documents relatifs à cette période. On remarque aussi qu'on voit bien aussi que la ville de Béjaïa a été secouée par plusieurs séismes, notamment celui de Gouraya en 1981, qui est d'une intensité de 10 sur l'échelle de Mercalli. Donc il a causé 38 décès. Aussi celui de 1946, qui est d'une intensité de 9, qui a causé 264 victimes. Vous allez me dire pourquoi celui-là il est d'une intensité de 10 alors qu'il a causé 38 morts et celui-là il a causé 264 alors qu'il est d'une intensité 9. C'est vrai, en 1891, la population de Béjaïa n'était pas aussi importante qu'en 1946. Donc cela n'a pas été, c'est pas par rapport au nombre de victimes. Aussi les plus récents, il y a celui de 18 mars 2021, un séisme effrayant qui a fait vraiment peur à toute la population de la ville, de l'ordre de 6 sur l'échelle de Richter. Il a causé aussi pas mal de dégâts. Donc, d'un point de vue sismicité instrumentale, donc on a pu enregistrer plusieurs événements qu'on a cartographiés sur ces deux cartes-là. D'un point de vue magnitude, on remarque que les séismes qui se produisent au niveau de la ville de Béjaïa sont de magnitude qui varient entre 2 et 5, la majorité. Rare, on trouve des séismes qui dépassent 6. Donc, on peut les classer comme étant des séismes modérés, d'une magnitude modérée. Parfois, il vient avec des magnitudes violentes. En ce qui concerne la profondeur des foyers, la région d'étude elle est caractérisée par une sismicité superficielle. D'où on a enregistré la profondeur maximale, elle est de l'ordre de 40 km pour certains séismes, mais la majorité, elle varie entre 0 et 15 km. La première évaluation des effets induits, comme je vous ai dit tout à l'heure, un séisme, il peut ne pas se produire seul. Donc, on a évalué premièrement les effets qui peuvent être induits par un séisme à la ville de Béjaïa. Premièrement, la zone là en jaune, c'est des zones de formation, comme je vous ai dit tout à l'heure, de formation de quaternaire. Donc, ce qui fait qu'elle risque d'être liquéfiées. Principalement, elles sont potentiellement liquéfiables en cas d'une sollicitation sismique. Aussi, on a pu identifier certaines zones qui peuvent être bien sujetées à des glissements de terrain, tels que ces régions-là. On voit bien, il y a ici Ahmed, Tizi et tout, sont fortement exposés à des glissements de terrain. Et comme c'est une zone côtière, donc toutes les zones côtières elles sont sujettes à des tsunamis. Donc notre ville aussi, elle est sujette à un tsunami. Malheureusement, on n'a pas eu les moyens nécessaires pour faire une évaluation et une étude bien détaillée de ce phénomène. Mais on s'est basé sur l'aspect topographique. On a pu délimiter la zone là en jaune. Donc, selon la topographie,
la zone là en jaune, elle risque d'être inondée en cas d'un sinistre. Afin de mieux cerner la zone d'étude, on a collecté des données concernant cette zone. On a pu, pratiquement on a balayé toute la zone, d'où les zones de reconnaissance, ils ont touché un peu une grande majorité de la ville. Ce qui nous a permis d'établir, bien sûr, d'avoir certaines données. Ces données-là, ce sont des données, premièrement, des données géotechniques. On a pris en compte l'agressivité du milieu, donc est-ce que ce milieu-là, il est agressif ou non? Donc tout dépend de la salinité et de ce qu'il contient comme matériaux agressifs. Il y a aussi le niveau piézométrique de la nappe souterraine. Donc si c'est des sols saturés ou non, comment la nappe elle varie. Il y a la densité humide du sol et l'angle de frottement, la capacité portante et l'ancrage des fondations. C'est tout ce qu'on a pu avoir comme données concernant l'aspect géotechnique de la ville. Ce qui nous a permis d'élaborer 6 cartes. Chaque paramètre, on l'a pris seul. Donc, une pondération a été effectuée pour chaque paramètre. Allez-y. Donc, on a eu ces cartes-là. Donc, chaque carte contient 5 zones. La compilation de ces cartes-là nous a permis d'avoir une première carte de risque sismique. Une première carte de risque sismique, comme montré sur cette carte-là. Donc, on remarque et on voit bien qu'une partie, cette partie-là, il vous dit que c'est une zone à risque très faible, d'un point de vue, bien sûr, géotechnique. On n'a pas encore introduit le paramètre population et le bâti. Donc, ici, il vous dit c'est une zone à risque très faible ou bien inconnue. On n'a pas eu beaucoup de données concernant cette zone, donc on n'a pas pu balayer ce périmètre-là. Il y a deux autres zones qui sont à risque classé élevé et très élevé, dont la pondération elle est de 18 à 24 pour la zone à risque élevé et 24 et 30 pour la zone très élevée. Donc on voit ici sur la carte, il y a l'ancienne ville ici qui est une zone à risque très élevé. Il y a aussi certaines zones telles que Sidi Ali el-Bahar, la côte, plusieurs zones d'Arwa qui sont vraiment susceptibles et ils sont potentiellement dangereux en cas d'incisme. On a pris aussi un autre paramètre qui est la population. Comme on le sait tous que la population de la ville de Béjaïa est une croissance perpétuelle, d'où elle est constituée de 68% d'un âge qui varie entre 16 et 59 ans, et le reste ce sont moins âgés de 15 ans et plus âgés de 60 ans. Donc, en quelque sorte, il y a 30% de la population de la ville qui sont une population vulnérable face à un risque sismique. Donc, il y a les enfants et les vieillards. Donc, comme la totalité de 99% de la population s'est installée pratiquement au chef-lieu de la ville, ce qui fait de cette zone-là une zone à risque sismique élevé. Donc il est nécessaire, il est plus que nécessaire de faire une étude de risque en cette zone-là. On s'est basé pratiquement sur les données de la DPSB, la direction de la programmation et du budget, ce qui nous a donné les statistiques concernant la population et le parc immobilier de la ville de Béjaïa, ce qui nous a permis d'élaborer plusieurs cartes. Parmi ces cartes-là, on a la densité de la population par périmètre, la densité du bâti, donc densité de bâtiment, densité de population par le logement, et la compilation de ces cartes. La compilation de ces cartes nous a permis d'élaborer une deuxième carte de risque sismique. Allez-y.
Donc en se basant uniquement sur les deux, plutôt les données de la DPSB concernant la population et le parc immobilier, on a identifié 2 zones aussi qui sont à risque élevé. Là, c'est des zones en rouge, là, ce sont des zones à risque élevé et plutôt très élevé, et en bleu, c'est des zones à risque élevé. La compilation de ces 2 cartes-là, la carte que je vous ai présentée tout à l'heure concernant l'aspect géotechnique et l'avant-dernière carte, nous a permis d'établir une carte de microzonage sismique. On voit bien là, il y a des zones en rouge, des microzones plutôt en rouge, un peu partout dans la ville. Donc, on a compilé sur une superposition de plusieurs cartes. On a pu avoir aussi, on peut voir aussi que là, c'est l'ancienne ville. Il y a la mosquée de Sidi Mohamed Mouqran ici quelque part. Donc, c'est une zone à risque très élevé. Une grande majorité aussi de la ville, c'est une zone à risque élevé. Et malheureusement, on n'a pas pu couvrir toute la zone d'étude par manque de données. Pour cela, en guise de conclusion, il y a des conclusions d'ordre général concernant la ville. Donc, ça illustre la complexité de l'étude du risque sismique. Aussi, ça montre qu'il est nécessaire, en agglomération ou en zones qui sont denses en termes de population, d'établir des cartes de microzonage sismique. Aussi, ça montre que l'utilisation des SIG, des systèmes d'information géographique, est une technique très intéressante du fait qu'elle permet l'actualisation de ces cartes à chaque fois. Donc, une fois on aura des données concernant une zone, il suffit de les injecter dans les anciennes cartes et ça va modifier toute la carte. Aussi, des conclusions spécifiques à la région d'étude, on doit prendre en compte le phénomène sismique et on doit le prendre au sérieux puisque c'est une zone qui est exposée à ce phénomène. Et juste hier, il y a eu une secousse de Taroua, mais il ne faut pas toujours s'affoler, ça reste toujours un phénomène naturel et ça n'a rien d'aussi grave. Et je vous remercie pour votre aimable intention.